À quelles conditions Moïse Katumbi rallie-t-il l'Union sacrée et le président Tshisekedi? Pour appliquer quelle politique? Face à face spécial. Je reçois ce lundi 11 janvier, après le grand journal de 19h, Dieudonné Bolengue-Tengue, député national, secrétaire général du parti Ensemble pour la République. À quelles conditions Moïse Katumbi rallie-t-il l'Union sacrée? Pour appliquer quelle politique? Dieudonné Bolengue-Tengue, vous êtes député national, secrétaire général d'Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi. Vous êtes le président du groupe parlementaire MSG7. Bonjour. Bonjour. Pourquoi Moïse Katumbi rallie le président Tshisekedi? Le président Tshisekedi a lancé un appel à la mobilisation lorsqu'il s'est rendu compte que la coalition, le gouvernement de coalition qui l'accompagnait depuis le début de son mandat à la tête de notre pays ne donnait pas satisfaction. Il a senti que l'alliance tournait en rond, que les problèmes du peuple congolais attendaient des solutions et que sa famille, son alliance ne répondait plus. Il a lancé l'idée d'une union sacrée de la nation, une idée que nous considérons comme fédératrice. Il a appelé les Congolais à se joindre à cette idée-là, à réfléchir à la manière de réaliser collectivement quelque chose d'autre. Et donc nous avons considéré que cette idée de l'union sacrée, c'est un tournant par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on a décrié depuis le début de cette mandature. Et nous avons dit, pourquoi pas rencontrer le président de la République, discuter avec lui, comprendre qu'est-ce qu'il veut. Et si cela peut être une opportunité pour corriger ce qui n'est pas bien fait et essayer d'aller dans le sens d'un peu plus d'attention à l'intérêt du peuple congolais, qu'on y aille. Et c'est ce que le président Moïse Katumbi a fait en répondant présent à l'invitation du président pour les consultations et en restant connecté, en encourageant sa famille politique à rester connectée à ce qui se passe pour apporter notre contribution à cette construction, à cette réalisation collective du projet de l'Union sacrée de la nation. Quand il va aux consultations, Moïse Katumbi a déjà décidé d'intégrer l'Union sacrée, oui ou non, à ce moment-là, avant la rencontre avec le président? Non, à ce que je sache, parce que c'est le président de la République qui a appelé à des consultations. Et c'est lui qui connaissait sur quel sujet il allait demander le point de vue des autres. Quand vous allez en consultation, c'est pour apporter un avis, un point de vue, défendre un point de vue. C'est la base je dirais, des interrogations que vous allez trouver sur place. C'est ainsi que même en sortant de cette consultation, face à la presse, le président Katumbi s'est limité à dire, je réserve mon point de vue à celui qui a organisé la consultation. Il lui appartient, au terme de sa démarche, de dévoiler à la nation qu'est-ce que ça donne. Je vous ai demandé pourquoi il a accepté, vous m'avez répondu pourquoi pas. La question se pose au moment où, après une union déjà dans l'opposition entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, on sait ce qui s'est passé à Genève. En quoi est-ce que Moïse Katumbi aujourd'hui est plus confiant en Félix Tshisekedi après pourtant avoir, comme il l'avait dit, été déçu hier? Moi, je ne pense pas que la confiance ait été rompue entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. À Genève, il était question de s'entendre pour dégager un candidat commun. Peut-être que les éléments de procédure ayant conduit à la désignation de ces candidats communs n'ont pas été perçus de la même manière par tous les acteurs, mais à l'arrivée, Moïse Katumbi est resté constant. Il a dit, on s'est fixé des règles, et moi je vais continuer à défendre les résultats de notre démarche. Donc, pour le reste, ça ne veut pas dire qu'entre personnes, il n'y a jamais eu depuis Genève des incidents entre le président Tshisekedi et le président Katumbi, tout le monde l'observe. Pourtant, le président Katumbi n'a jamais reconnu la victoire de Félix Tshisekedi et reconnaît toujours, en tant que membre de la MOCA, vous y êtes toujours, la victoire de Martin Fayulu. Il me semble ne pas avoir entendu depuis le retour du président Moïse Katumbi sur la scène politique, depuis son retour d'exil. Je ne crois pas l'avoir entendu parler en ces termes-là, en termes de victoire d'un tel ou de victoire d'un tel. Nous sommes une république et une république fonctionne avec des règles. À partir du moment où les institutions chargées d'organiser les élections et d'en sanctionner les résultats ont publié
Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, eh bien, c'est lui le président de la République démocratique du Congo et le président Moïse Katumbi n'a jamais dit le contraire de ça. Et pourtant, la coalition Lamuka continue d'être. Le président Moïse Katumbi n'a jamais déclaré ne plus être de cette coalition. Le coordonnateur de cette coalition, Martin Fayoulou, le dit et le répète encore. Pas question d'adhérer à une quelconque union sacrée. Je suis le président de la République. Non, il faut faire la part des choses. La coalition Lamuka et le président ou le coordonnateur Martin Fayoulou, ce n'est pas la même chose. C'est des réalités différentes. La coalition Lamuka a été créée dans un objectif électoral. Et au terme de cet objectif, nous connaissons les résultats auxquels nous sommes arrivés. Il s'est fait que les principaux leaders de Lamuka ont estimé utile, au-delà de la période et de l'objectif électoral, de continuer à collaborer pour essayer de suivre, d'observer, d'analyser l'évolution de la situation du pays et de réagir par rapport à cela. Mais aujourd'hui, il y a eu des causes pour lesquelles ils ont publié des communiqués communs. Par exemple, lorsque nous défendions l'idée des réformes à la CENI avant la désignation des animateurs. Donc, on a estimé que la coalition pouvait continuer, les leaders pouvaient continuer à collaborer sur un certain nombre de sujets. Mais n'empêche que il y a des divergences et ces divergences étaient prévisibles depuis la naissance de cette coalition. On avait dit que chaque composante conservait sa liberté de manœuvre et ses objectifs politiques propres. Aujourd'hui, est-ce que cette coalition existe toujours? Est-ce que Moïse Katumbi en est toujours membre? Est-ce qu'on peut dire qu'une partie de la coalition Lamuka est union sacrée? Non. Depuis la fin des élections, une partie de la coalition Lamuka, en fait, la tendance ou la sensibilité proche du président Fayoulou et parlant de sa voix, a considéré que c'était utile de continuer à défendre l'idée de la vérité des urnes. Ils ne se sont jamais détachés de cela. Et nous, aussitôt que les institutions ont tranché, nous avons dit, nous entrons dans l'opposition républicaine. Nous allons être exigeants, vigilants, nous allons dénoncer tout ce qui n'ira pas dans le sens de l'intérêt de la population, mais ce qui se fera pour le bien de la population, nous allons les soutenir parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc le pouvoir politique, notre engagement politique, c'est pour servir un intérêt commun, c'est pour servir au bien-être du peuple congolais. Et nous avons dit, il y a un pouvoir, il y a un gouvernement, ok, mais qu'il gouverne, ce qui sera fait dans le sens du bien du peuple congolais, nous allons les soutenir. Le contraire, on va les dénoncer et on en est là. Donc, à l'intérieur de la coalition, on peut parler de courant, mais la coalition est toujours là parce que personne n'a exclu personne et personne n'a déclaré avoir quitté. Aujourd'hui, vous dites que vous n'agissez que pour le bien de l'intérêt commun, pour l'intérêt commun. Est-ce que l'union sacrée, selon vous, c'est l'intérêt commun? L'union sacrée est née sur la base d'un constat que la coalition qui était en place ne parvenait pas à résoudre les problèmes majeurs et essentiels du peuple congolais. Et le président de la République, lorsqu'il a lancé l'idée, il a égrené ces problèmes. Il a parlé des problèmes d'insécurité endémique dans certaines régions de notre pays. Il a parlé de difficultés au plan économique et social et de tant d'autres questions. Qu'est-ce qui vous fait dire que... Nous considérons qu'à partir du moment où ceux qui gouvernaient ont fait le constat de l'échec de ce qu'ils étaient en train de faire ensemble, ils ont appelé à ce qu'on reconsidère les choses, qu'on réfléchisse à l'idée de repartir d'un bon pied. Nous avons considéré que c'est une opportunité pour que nous apportions à la discussion notre regard, notre manière d'apprécier les choses, et pour le cas où on était entendu, bien on va se considérer comme partie prenante de cette coalition. Donc vous arrivez à la discussion pour la création de cette coalition, mais vous n'en êtes pas encore à ce stade. Je l'ai dit au début, l'union sacrée, c'est comme un édifice qu'on construit. Il y a l'idée, c'est comme la conception, mais il faut maintenant passer à la réalisation. Donc, pour le moment, on a posé un certain nombre de repères. On a dit, bon, il faut manifester le fait que ce que le président a dit, la majorité, l'ancienne majorité s'est effritée. Et on l'a démontré à l'Assemblée nationale lorsqu'on a écarté l'ancien bureau de l'Assemblée nationale. On a démontré que la majorité n'était plus la même, n'était plus soudée derrière ses principaux animateurs ou les principaux animateurs des institutions issus de cette majorité. Donc ça c'est constaté. Mais la suite va se faire avec quoi? Puisque
on est dans un pays de diversité. Et qu'au sortir des élections de décembre 2018, aucune famille politique n'a gagné la majorité absolue. Le pays est appelé à être gouverné en coalition. Et une coalition, c'est composé de plusieurs tendances qui doivent discuter. On a bien compris, il faut identifier une majorité. Ma question, c'est une majorité pour faire quoi? Le constat, c'est que hier, le FCC-CACH ne s'entendent plus. Le président énumère beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, est-ce que vous savez est-ce que vous êtes sûr que vous, Union Sacrée, avec une majorité des anciens acteurs, des acteurs de la coalition FCC-CACH, plus Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et d'autres, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir venir à bout des problèmes que le président Tshisekedi rencontrait? Nous nous présentons dans cet espace avec des propositions. Certains de notre famille politique l'ont déjà exprimé d'une manière ou d'une autre. Le 3 janvier, celui qui a parlé en notre nom l'a évoqué. Nous venons avec un cahier de charges. Christian Mondo Silva. Oui, voilà. Nous avons dit, nous avons un cahier de charges. Et à l'heure qu'il est, je crois qu'il est déjà connu du président de la République. Nous considérons qu'il y a un certain nombre de questions, parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois, qui doivent entrer comme les priorités. Lesquelles? Pour rappel, dites-le nous, quelles sont les priorités, quelles sont les conditions minimales pour lesquelles Ensemble pour la République adhère? Nous souhaiterions que cette coalition, si elle se décide, elle se concrétise, se renforce, travaille en priorité sur la question de la pacification du pays, donc par l'éradication de la violence dans les régions du pays qui la connaissent depuis de longues années, où la violence est devenue plus ou moins endémique. Donc, des questions de groupes armés, tout ça, nous voulons un retour à la paix et à la quiétude pour le peuple congolais, là où cette paix est troublée. Cela va de l'éradication des groupes armés jusqu'au retour dans des conditions humaines des déplacés internes dans leurs lieux de vie habituels. Donc, la pacification du pays. Première condition. Oui. La deuxième préoccupation que nous considérons comme prioritaire touche aux réformes sur les champs institutionnels et électoral. Puisque dans son discours à la nation de décembre 2019, le président de la République lui-même a reconnu que les élections de fin 2018 ont laissé des problèmes de conscience aux Congolais. Puisque vous avez suivi à l'Assemblée nationale, lorsqu'il était question de mettre de nouveaux animateurs à la CENI, il y a eu des divergences. Ceux qui voulaient aller vite à la solution Ronsard Malonda et ceux qui disaient d'abord les réformes avant de regarder les animateurs. Donc nous considérons que cette question des réformes, c'est une question essentielle. En parlant des réformes électorales, GEC a la semaine dernière cité le fait que les politiques veulent être acteurs des élections alors qu'ils devraient plutôt laisser faire la société civile. Est-ce que vous êtes aussi de cet avis? Donc la loi que nous avons dans son état actuel fait une place aux acteurs politiques aussi bien de la majorité que de l'opposition. Vous êtes d'accord avec ça? Auquel s'ajoute la société civile. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ça la loi ça? dans son état actuel. Nous-mêmes, notre famille politique a proposé en début de législature une formule où plutôt que de donner la majorité des membres de la CENI à la majorité, un peu moins à la société civile, à l'opposition, et puis beaucoup moins encore à la société civile, nous aimerions que les trois composantes soient représentées à part égale à la CENI. Comme ça, on ne favorise pas une tendance à la fois. Mais il y a des voix qui s'élèvent de la société civile pour proposer qu'on laisse la CENI être gérée par la société civile, quitte à ce que les politiques soient dans la plénière un peu pour avoir une sorte de droit de regard et s'assurer que les choses se font correctement. Mais puisque ça doit passer par la révision de la loi organique à ce sujet, le débat passera sur la table de l'Assemblée nationale et du Sénat et on débattra des arguments des uns et des autres. Alors vous avez dit pour les conditions minimales, pacification, réforme institutionnelle et électorale. Oui. Troisième condition, c'est les questions économiques. Les gens se plaignent, par exemple, quand on regarde seulement la taille du gouvernement, on dit c'est un gouvernement éléphantesque et donc en conséquence budgétivore. On dit que le fonctionnement des institutions consomme beaucoup plus de ressources que les restes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous avons comme moyen aujourd'hui ne suffit pas pour faire face à tout ce que nous avons comme problème. Donc, il faut donc régler la question de moyens. Il faut essayer d'avoir une attention, je dirais, particulière sur la question de la production dans notre économie. Quand nous étions à l'école primaire ou à l'école secondaire, notre pays était deuxième exportateur mondial de l'huile de palme.
Aujourd'hui, on importe de l'huile de palme, on importe du maïs, on importe du riz, on importe des citrons, on importe des racines de gingembre. Ça ne fait pas sérieux. Dans un pays qui a d'immenses potentialités, nous aimerions qu'une attention particulière soit portée sur la question d'une économie de production diversifiée, comme tout le monde le souhaite, mais c'est ça. Il y a des choses qui peuvent être faites assez rapidement. Nous tenons à les souligner, à les présenter, à les proposer. Et enfin, il y a les sociales. Il faut des actions concrètes allant dans le sens d'un début d'amélioration du social. Et nous avons mis ça dans notre cahier de charges et nous avons dit, pour éviter les travers du FCC ex-MP, il vaut mieux que le chef de l'État étant d'une famille politique, que sa famille politique envoie des signaux rassurants aux autres partenaires qui viennent. Il ne faut pas qu'on ait à dire non, ils se sont tout accaparés, ils ont créé des frustrations auprès des autres. Il faut essayer de considérer chaque composante selon son poids, selon ses apports, de manière à ce qu'il y ait justice et équité, et ça devrait aller. On va revenir à cela, selon son poids, selon son apport. Économique, production. Est-ce que vous voulez, puisqu'on parle aussi des réformes institutionnelles, que le code minier soit changé? Le code minier a déjà été changé il n'y a pas longtemps. C'est peut-être son application qui fait problème. En fait, le problème que nous avons par rapport à nos lois dans notre pays, c'est qu'on n'a pas de lois mal rédigées. Nous avons de bonnes lois. Mais la volonté politique de les mettre en application est source de problèmes et de difficultés. C'est de ce côté-là que nous devons peut-être appuyer. La loi est là, il faut l'appliquer de bonne foi. Et si on les faisait, je crois que ça amènerait plus de solutions que de problèmes. Donc on ne peut pas aller de changement de loi. Quand il y a une difficulté, on change la loi. Non, ce n'est pas les textes qui fait problème. C'est les humains, les animateurs des institutions, ceux qui ont la charge d'appliquer ou de veiller à l'application qui sont les problèmes. Monsieur Dieudonné Bolenge-Tengue, je reviens sur votre dernière phrase avant que l'on parle du code minier. Vous avez parlé, il ne faut pas que l'UDPS, c'est le parti présidentiel, soit omniprésent, enfin vous ne l'avez pas dit comme ça, mais l'UDPS devrait prendre en compte le poids politique de chacun de ses partenaires. Or aujourd'hui, le groupe MS-G7, le vôtre, et les alliés de Moïse Katumbi sont plus importants que l'UDPS. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette future coalition, ce fait-là, vous allez le mettre en lumière? Tout d'abord, je dois souligner le fait que nous ne soupçonnons pas l'UDPS de vouloir occuper tous les terrains. Mais nous voulons tirer des leçons de ce qui s'est passé dans le passé de notre pays, notamment dans le cadre du FCC, dans le cadre de la MP ou de l'AMP, où certains partenaires reprochaient notamment au principal acteur qui était le socle de la coalition, le PPRD, une certaine forme de gourmandise, d'excès, de pousser les autres à la périphérie en quelque sorte. Parce qu'ils étaient plus nombreux. Chat échaudé, craignant l'eau froide, nous disons à l'IDPS de faire attention à ça. Il ne faut pas que les frustrations qui ont amené à la dislocation de l'Empire FCC se retrouvent dans notre propre organisation de l'Union sacrée. Sinon, on risque de connaître les mêmes travers et donc les mêmes difficultés de parcours. En d'autres termes, vous êtes plus nombreux, c'est ma question. Voilà, est-ce que vous demandez une présence plus importante que l'UDPS dans les institutions au moment où le président veut créer une union sacrée? Parce que lui, il a un bilan dans 2 ans. Non, nous demandons une présence équitable de toutes les familles politiques qui vont participer à la coalition. Donc, le président de la République, il a sa place. Il a ses attributions, mais il est venu d'une famille politique. Nous voulons construire une coalition où une certaine forme de sincérité va accompagner l'équité voulue par la loi et les pratiques politiques. Sincérité signifie équité. Est-ce que vous pouvez demander à la famille du président de la République, c'est ce qu'il reprochait à l'ancienne coalition FCC-CACH, est-ce que vous pouvez leur demander d'être à égalité de traitement avec vous, alors que le seul président de la République sera comptable du résultat à la fin de son mandat? Le problème, c'est celui de comprendre une fois pour toutes qu'à partir du moment où le président ne travaille pas dans une sorte avec un gouvernement de cohabitation, il travaille avec un gouvernement, avec une coalition, donc qui accompagne en partie sa vision des choses. Le gouvernement qui sera en place
c'est son gouvernement. Et donc, le meilleur moyen de faire les arbitrages entre les différentes composantes de ces gouvernements, c'est de trouver une formule qui tienne compte du poids des uns et des autres. Les partenaires de l'UDPS dans cette nouvelle coalition, c'est des partenaires de l'UDPS. Ce n'est pas des gens qui viennent encombrer l'UDPS, c'est ceux qui viennent collaborer avec l'UDPS pour réaliser un programme. Oui, mais qui pour certains sont plus importants que l'UDPS en termes de poids. L'avantage que nous avons dans cette nouvelle coalition, c'est qu'il n'y a pas une composante qui peut avoir la prétention d'avoir 200, 300 députés et d'écraser les autres. Même les différences là ne sont pas des différences vraiment significatives entre ceux qui ont 70 députés, ceux qui ont 50, ceux qui ont 40, ceux qui ont 30, ainsi de suite. On est plus ou moins des familles de taille comparable. Et donc, ça ne devrait pas poser de problème si vous considérez que le président de la République a aussi, dans un gouvernement, un certain nombre de domaines qu'on disait dans les temps, d'un père domaine réservé, on dit des domaines de collaboration, donc ça peut équilibrer les choses. Il a un pouvoir d'arbitrage, il peut équilibrer les choses entre différentes composantes géostratégiques, entre différentes composantes politiques. Le président de la République a même la latitude de faire nommer au gouvernement quelqu'un ici qui a une expertise, qui est issu de la société civile, qui n'est proposé par aucune famille politique. Il a ce pouvoir d'arbitrage. Donc ce que nous considérons, c'est que la règle soit respectée, mais les exceptions en termes de solidarité, d'équilibre géostratégique, ainsi de suite, ça peut compléter, arrondir les angles, mais la règle, c'est le poids politique. Sinon, on ne parlerait pas de majorité et d'opposition au Parlement comme au gouvernement. Vous avez parlé de frustration, je voudrais aller dans le nœud du problème. Il n'est peut-être pas dans une société bien organisée, mais il est souvent chez nous. C'est le partage des responsabilités. En termes de partage de responsabilités, premier groupe de cette coalition, mis à part peut-être à identifier ceux du FCC qui se seraient ralliés au président de la République, encore qu'aucun n'ait le poids du MSG7. Ensemble pour les changements. Ensemble pour le changement. Est-ce qu'aujourd'hui, Ensemble pour le changement revendique par exemple la présidence de l'Assemblée nationale? Pour être franc avec vous, Ensemble pour le changement, la famille politique du président Katoum ne revendique encore rien en termes de postes. Encore rien. Je suis au stade suivant. Après la discussion. Non, vous avez dit que pas de frustration. Vous avez dit pas de frustration, mais la reconnaissance du poids de chacun. Est-ce qu'il serait logique? Je vous vois venir, ne pas vouloir répondre parce que peut-être c'est trop tôt. Mais est-ce qu'il serait logique, au regard de tout cela, que, étant donné que vous êtes le premier groupe en taille de poids dans cette union sacrée, que vous obteniez, au nom de l'union sacrée, la présidence de l'Assemblée nationale? Bon, quoi que vous m'avez accordé, ce que j'ai dit, l'acceptation du principe que ce qui nous amène là-bas, ce n'est pas d'abord l'arithmétique de poste ou le positionnement à tel ou tel endroit, c'est qu'est-ce que nous allons faire ensemble. À partir du moment où les éléments du cahier des charges que j'ai évoqués tout à l'heure sont pris en compte, nous sommes partants. Et une fois dedans, eh bien, sur la base des informations que l'informateur va amener sur la table de négociation, nous allons constater qui a quel poids et quelle est la meilleure règle pour un meilleur partage. Mais nous estimons que si nous sommes, comme les chiffres donnent à les penser maintenant, nous sommes la première force politique de cette coalition, et encore, nous estimons que nous n'amenons pas qu'un nombre de X de députés. Je peux dire qu'est-ce qu'on amène en plus. Oui, mais si nous sommes la première force de cette coalition, on parle uniquement de l'Assemblée nationale. Nous allons certainement demander d'avoir un principal animateur dans l'une ou l'autre institution. Ça peut être l'Assemblée nationale, ça peut être le gouvernement, ça peut être une autre institution, mais nous pouvons logiquement, légitimement revendiquer une première position dans l'une ou l'autre institution sur la base de ce qui va être établi comme notre apport dans la majorité. Donc, nous n'avons pas que ces chiffres. Nous avons 70 députés que nous pouvons aligner, qui vont voter dans la discipline et dans l'ordre, dans la constance. Donc, c'est une garantie de stabilité pour notre coalition. Mais si nous sommes la famille politique du président Katoumbi, c'est que nous amenons aussi son aura, son carnet d'adresse,
sa crédibilité, son capital de confiance, de popularité dans l'opinion. Et ça, c'est bon. C'est bon pour le pays. Nous avons bien compris que vous avez beaucoup de choses à revendiquer. Alors, la présidence de l'Assemblée nationale, vous n'avez pas botté en touche, mais presque. Est-ce que Moïse Katumbi pourrait être Premier ministre? C'est d'abord une question à laquelle lui serait le mieux placé pour répondre. Je parle au numéro 2 de son parti, oui. M. Dieudonné Bolengue-Tengue. Vous êtes le secrétaire général d'Ensemble pour la République. Est-ce que Moïse Katumbi vous a dit qu'il pourrait être le Premier ministre? La seule chose que moi je peux vous dire, c'est ce que je vous ai dit au début. Nous interdisons vraiment de mettre la charrue devant le bœuf. Nous avons dit, parce que ce que nous avons dit n'est pas dans les habitudes de nos pratiques politiques. Ici, lorsqu'on crée des coalitions, on constitue des coalitions, on se limite à une distribution arithmétique de postes. Cette fois-ci, nous disons non, nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Regardez ce qui se passe sous d'autres ici. Vous êtes très bien placés pour le savoir. Les gens en Israël, ils vont aller aux élections pour la 4e fois en 2 ans ou en moins de 2 ans. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Fin 2015, lorsque nous avions quitté l'AMP, c'est parce que nous ne sommes pas parvenus à nous mettre d'accord sur un certain nombre de choses avec ceux qui étaient nos partenaires. Et nous avions même prévenu l'UDPS au début de cette législature, dit, avec ces gens-là, vous n'irez pas très loin. Parce que nous leur avons proposé des choses d'une certaine rationalité, ils n'ont pas accepté. Et nous, quand on n'accepte pas ces choses-là, on ne sait pas aller plus loin. Parce que nous ne voulons pas qu'on considère notre cahier des charges, qui est basé sur des préoccupations essentielles du peuple congolais, comme un élément de chantage pour avoir le poste. Quand on se sera mis d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, on verra avec quel élément, avec quel acteur politique, avec quel leader on peut mieux remplir telle ou telle mission de l'État. Donc on va d'abord à la discussion sur les fondamentaux. Cependant, il se dit que Jean-Pierre Bemba aurait demandé et obtenu la primature. Chaque famille politique et son leader ont le droit légitime d'avoir leurs prétentions propres. Mais à ce stade-ci, dans notre camp, en tout cas, nous ne sommes pas sur la discussion des postes. J'ai bien compris, mais est-ce que vous pensez plausible, alors que le président Tshisekedi a pour le moment certains soucis à faire partir le Premier ministre, parce qu'il veut avoir son bilan à la fin de son mandat, qu'il nomme quelqu'un de la carrure, par exemple, d'un Moïse Katumbi ou d'un Jean-Pierre Bemba, qui pourrait lui faire de l'ombre, car potentiel aussi candidat à l'élection de 2023, comme Premier ministre? Nous encourageons l'idée que le Congo a besoin de ses enfants, de tous ses enfants, et qu'on ferait œuvre utile en mettant en première ligne ceux des enfants du Congo qui peuvent apporter un plus. Ça, c'est important pour nous. Si tout le monde se met à réfléchir sur son positionnement personnel, sur son devenir personnel, on va fausser les jeux. Nous aurions aimé que le président Tshisekedi soit ce président-là qui dit « je vais donner un tournant, je vais imprimer un tournant à la marche de notre pays. » On a tourné en rond pendant 60 ans. Cette fois-là, il faut qu'on mette les choses sur les rails. Et pour ça, il faut parfois faire abstraction de sa personne, aller vers les vraies réformes, donner des gages d'une vraie égalité de chances à l'occasion des compétitions électorales. Et le moment venu, évaluer la situation, voir avec qui on peut faire alliance, qui on peut mieux laisser en première ligne dans l'intérêt du pays. C'est ce que nous voulons proposer et au président Tshisekedi, et au président Moïse Katumbi, et au président Bemba, et à tout le monde, que ne mettez pas devant vos égos. Ne mettez pas devant tout ce que nous, de vos familles politiques, on vous raconte un peu dans les coulisses, mais mettez devant l'intérêt du pays. Entrez dans l'histoire par la grande porte, les Congo de toutes les générations, vous en saurez. Vous avez été membre de l'AMP de 2006 à 2015, un peu moins de 10 ans, ministre des Affaires foncières. Vous avez démissionné à la demande de votre leader, Moïse Katumbi, et vous êtes beaucoup plein, vous l'avez dit, dans la coalition avec, à l'époque, le président Joseph Kabila, de l'omnipotence de certains. Aujourd'hui, certains voient en la chute de la maison FCC un défaut d'âme. Une coalition qui n'était basée que sur des intérêts
personnels et principalement ceux du président Joseph Kabila. Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas peur que cette union sacrée que vous êtes en train de créer ait aussi un défaut d'âme et ne meure de la même mort que les précédentes coalitions? Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, chat échaudé craint l'eau froide. Donc c'est justement les réflexes de notre parcours antérieur, les leçons tirées de ce que nous avons vécu, qui nous donnent à proposer aujourd'hui, à ce qui est en train de devenir notre nouvelle famille politique, qu'on procède autrement, qu'on mette l'accent sur d'abord les dénominateurs communs, qui nous mettent en phase avec les préoccupations, les aspirations du peuple congolais. C'est ce que nous avions proposé à la MP. Nous avons dit, nous avons les leviers du pouvoir. Au mois d'août 2014, nous avons les leviers du pouvoir. Nous ferions mieux de faire des choses qui vont dans le sens de la satisfaction du peuple congolais, de manière à ce qu'à l'occasion des prochaines compétitions électorales, le peuple nous élise nos candidats proprement. Et parmi les choses que le peuple congolais ne veut pas entendre, il y a cette affaire du troisième mandat. On ne nous a pas compris. On nous a dit de choisir si on était avec eux ou on n'était pas avec eux. Nous avons insisté pour essayer de sauver la maison. Ça n'a pas marché et nous avons fini par dire, bon, s'il en est ainsi, faites la suite. On a bien compris, c'est l'histoire, mais nous avons tiré la leçon. Avant vous, ici, l'UDPS a dit que vous vous retrouvez derrière le président Tshisekedi pour l'aider à réussir. Vous êtes derrière le président Tshisekedi, c'est pour l'aider à réussir son programme qui va pour le bien de la population. C'est ça la colonne vertébrale de cette future coalition? En tout cas, la coalition s'est construite sur la base d'un cap fixé par le président Tshisekedi. C'est lui qui a aujourd'hui comment dirais-je, la préséance, qui a aujourd'hui le principal rôle dans le leadership politique de notre pays. C'est lui le président de la République. C'est lui le principal donneur d'impulsion. Quoi de plus normal que ce qui était ici de l'UDPS s'exprime dans ce sens-là. Le cap qu'il a fixé nous a intéressés et notre président a répondu présent. Notre famille politique veut répondre présent. On veut bien collaborer avec lui pour réaliser ce qu'il a, en tout cas ce qu'il a exprimé jusque-là. Pour la suite, il lui appartiendra à lui, à sa conscience, à ceux qui lui sont les plus proches, de voir quel autre tournant donner aux événements. Mais pour le moment, l'idée d'appeler à une union des efforts, à une mise en commun des efforts, pour qu'autour de certaines valeurs républiques, on rebâtisse notre pays. C'est une idée qui nous intéresse. Elle est venue du président de la République. Et quoi de plus normal qu'on les soutienne? Quid de la responsabilité du bilan à fin mandat? Vous êtes aujourd'hui dans l'opposition. Vous serez comptable de ce bilan aux élections? Personne ne nous demandera d'être comptable d'un bilan de 2019 à 2020. On n'était pas dans les institutions. Mais si nous entrons dans la coalition maintenant, mais c'est pour faire du travail, c'est pour redresser le pays. Et si on parvient, vous m'avez suivi lorsque je parlais du cahier de charges, je parlais des actions concrètes pour un début de solution sur les questions sociales, un début d'amélioration du social. Si nous posons des actes concrets qui vont dans le sens de redresser le pays, mais le peuple verra qu'il y a un bon début. Et donc, on sera comptable de ces bilans, de cette partie du bilan qui va être porteuse d'un immense espoir au niveau de notre peuple. On ne sera pas comptable d'un passé dans lequel d'ailleurs c'est l'FCC qui avait le rôle le plus grand par rapport au président Tshisekedi, mais on sera avec l'IDPS maintenant pour une partie de son bilan qui va être probablement retenu par le peuple comme l'essentiel de ces mandats du président Tshisekedi. À quelles conditions Moïse Katumbi rallie-t-il l'union sacrée et le président Tshisekedi? Pour appliquer quelle politique? Face à face spécial. Je reçois ce lundi 11 janvier, après le grand journal de 19h, Dieudonné Bolenguetenge, député national, secrétaire général du parti Ensemble pour la République.